Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Et ce soir, cap sur Libreville. Il y a quelques mois encore, il était en treillis, entouré de soldats. Aujourd'hui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est devenu un président élu, en costume cravate, avec officiellement plus de 90% des voix. Une élection sans surprise, sans suspense, mais avec beaucoup de symboles. Arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire en août 2023, Oligui Nguema avait promis une transition, une rupture, un nouveau contrat avec le peuple gabonais. Mais quelques temps plus tard, avec une nouvelle constitution, une victoire écrasante dans les urnes et une continuité apparente dans les élites, une question simple se pose. Le Gabon a-t-il changé de visage ou simplement changé d'uniforme? Pour y répondre ce soir, je suis entourée de Makaëlan Gebla. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Vous êtes journaliste politique et défenseur des droits humains. Merci d'être avec nous. Tout à fait, merci à vous. Face à vous ce soir, Anne-Marie Bendom, bonsoir. Bonsoir. Journaliste indépendante gabonaise, vous allez nous aider à y voir un peu plus clair ce soir. Et enfin, nous recevons Basten Moubamba, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes défenseur des droits humains, auteur de plusieurs ouvrages et le dernier en date, Utopie et aliénation dans le Gabon post-colonial. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Je le disais en introduction, plus de 90% des voix, 90,3%. Face à lui, son principal opposant, Alain-Claude Bilibinze, n'a remporté que 3,2% des voix. Anne-Marie, je me tourne vers vous. Cette victoire, elle était inattendue? Non, cette victoire, elle était tellement attendue que c'est l'abstention plutôt qui devrait attirer un peu l'attention des observateurs et non pas le résultat que nous venons qui vient d'être rendu public. Parce que si on s'en va à la base de cette victoire qui s'est construite parce que beaucoup de Gabonais ne l'ont pas compris, dès la prise de pouvoir de M. Oligui Nguema, il y a eu le dialogue inclusif, il y a eu le référendum, il y a eu la constitution, au départ même la charte. Tout ceci allait dans le même sens d'un nouveau président pour le Gabon qui ne serait autre que M. Oligui Nguema. Aujourd'hui, on a une constitution qu'on dit un peu taillée sur mesure. Mais elle a été tellement taillée sur mesure que des personnalités comme M. Manganga Moussavou, comme bien d'autres, on les a exclus. M. Manganga Moussavou aurait pu se présenter par rapport au président américain, M. Trump. Il n'était pas plus âgé en se présentant pour la première fois que M. Manganga Moussavou. Il y a eu l'âge, il y a eu les conditionnalités liées familiales, il faut être gabonais, il faut être ceci, il faut être cela. Tout concourait à ce que les personnes comme M. Ndossa, dont normalement, si on avait assisté à un coup d'État libérateur, c'est-à-dire rendre directement, véritablement le pouvoir aux Gabonais, un nouveau Gabon, il fallait remettre le pouvoir à M. Ndossa, comme cela a été fait en 1964 par le coup d'État des jeunes officiers gabonais qui avaient décidé de démettre le feu président Léomba. Ils ont aussitôt donné le pouvoir aux civils, ce qui n'a pas été le cas. Il a été conservé et la personne qui l'a conservé est aujourd'hui un président normalement élu. Basten, on l'a évoqué à l'instant, cette constitution taillée sur mesure en novembre dernier, cette annonce d'une élection. Finalement, c'était une formalité aujourd'hui, après le coup d'État d'Ali Bongo, cette élection? Alors je pense déjà que M. Oligui Nguema partait avec toute la faveur des pronostics. Ça veut effectivement dire qu'après plus d'une cinquantaine d'années de régence ou de domination d'une seule famille, on se rend bien compte effectivement que les populations gabonaises n'avaient que hâte de tourner cette page traumatique de l'histoire de leur pays. Mais par-delà cela, qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'élection présidentielle avec ce score en fait à la soviétique, c'est peut-être l'arbre aussi qui cache la forêt. On aura peut-être tout le temps de revenir un temps soit peu sur les conditionnalités de cette élection, le système des partisans également, qui a été, je puis dire, à l'avantage du candidat qui s'est plutôt présenté comme un rassembleur. On pourra également peut-être
parler également de la Constitution, voir également quel rôle pourra avoir effectivement M. Oligui Nguema dans le concert des nations et dans le système conventionnel, disons, des droits de l'homme des Nations Unies, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a, par-delà même, disons, le redressement économique, un gros chantier en ce qui concerne effectivement le respect des droits de l'homme au Gabon, qui pose encore beaucoup de problèmes. On va détailler juste après peut-être justement cet axe économique. Il en a fait un argument de campagne, notamment en se tournant vers l'électorat plus jeune, en proposant de mémoire 163 000 emplois. C'est ce qu'il avait annoncé en décembre 2024. Avant ça, Makaïla, j'aimerais vous entendre vous aussi sur cette victoire écrasante dans les urnes. Justement, effectivement, on n'est pas surpris d'une victoire écrasante à la soviétique, comme l'a dit Bastien. Moi, en tant qu'observateur de la vie politique gabonaise depuis une certaine année, étant donné également j'appartiens au Tchad, dans un pays d'Afrique centrale, je ne suis pas surpris. Madame a évoqué tout à l'heure, effectivement, que le Gabonais avait à un moment donné soif d'un changement. Cet homme sort du sérail familial. En fait, il doit tout son parcours grâce à cette famille dont lui-même il est issu de manière consanguine, je peux me permettre de dire. Maintenant, c'est que le processus a été verrouillé dès le début. Des opposants exclus, et le candidat qui devait quand même faire poids, c'est quelqu'un qui a aussi accompagner le système Bongo. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation où effectivement la soif de changement a contribué effectivement à l'ascension de cet homme au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est qu'il a tous les leviers politiques, financiers, etc., qui ont concouru effectivement à sa victoire, à cette élection qui ne peut être qu'aussi une fois de plus une mascarade électorale dans un pays, dans une région où effectivement on a assisté depuis plusieurs années à la confiscation du pouvoir par des familles, par des régimes autoritaires. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que pour le Gabonais, c'est vrai, ils ont opéré un changement d'une transition qui a duré pratiquement 18 mois, comme vous l'avez évoqué, mais c'est qu'il y a des attentes fortes. Et j'espère qu'effectivement, M. Oligui Nguema puisse quand même créer cette rupture dont vous avez annoncé dans votre introduction, et la rupture, les attentes des peuples gabonais, qui aspirent effectivement à un bien-être. Sauf que nous sommes en train d'observer de près ce qui va poser comme acte, comme l'a dit Bastien, dans les prochains jours, dans les 100 jours, effectivement, en tant que bilan de ce pouvoir. Là, on l'a dit, le coup d'État, c'était en août 2023, ça fait bientôt 2 ans. Et vous l'avez dit, Bastien, il s'est positionné comme homme du peuple, comme rassembleur, fédérateur. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces 2 ans en tant que chef d'État de la transition? Déjà, en fait, il a mené de main de maître une transition avec bien sûr l'habit du militaire. On connaît tous effectivement l'idéologie de l'armée. Qui s'appuie effectivement sur un code de conduite strict, qui peut parfois effectivement avoir quelques débordements. On a vu par exemple des syndicalistes de la SCG se faire raser, effectivement, alors qu'ils défendaient un droit constitutionnel qui est en fait le droit, disons, en fait à la grève. Donc peut-être n'est-ce pas effectivement du fait de M. Oligui, puisque ce sont des agents peut-être survoltés, très passionnés, qui ont peut-être voulu effectivement, disons, faire valoir effectivement la force, disons, de la loi contre effectivement la force du droit. Mais ce que je veux également dire, c'est que par-delà cela, il y a eu également des bavures policières. On a eu effectivement des morts qui ont été enregistrés suite à la descente, effectivement, disons, des forces de police et de sécurité dans certains quartiers pour réprimer des populations qui avaient outrepassé, effectivement, le couvre-feu. Donc ça aussi, ça peut effectivement être un signal d'alerte quant au fait, effectivement, qu'aujourd'hui, M. Oligui, président de la République, comment en fait, disons, prendra-t-il, disons, le sujet épineux de la défense de l'état de droit, parce que c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel il est attendu aujourd'hui. Quand vous l'avez dit, on est passé de l'ère Omar puis Ali Bongo, et c'était notamment un point sur lequel il était reproché au père et puis au fils, justement, cet espace de liberté démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu véritable sur lequel il est attendu, Brice Clotaire, Oligui Nguema? Il est plus qu'attendu sur ce pan-là, parce que quand nous avons commencé cette émission, c'est vrai que moi, à titre personnel,
je salue quand même la joie du peuple gabonais. Et la démocratie, elle ne doit pas être à géométrie variable. C'est le peuple semble heureux, dont nous partageons la joie du peuple gabonais qui est toujours dans l'espérance du 30 août. Et ce chef d'État-là, ils ont eu ces 19 mois de gestion. Et je crois que les 19 mois de gestion de M. Oligui Nguema, certes, il a posé des actes qui ont été très appréciés par le peuple gabonais, qui ont été positifs pour le plus grand nombre. Mais il ne ressort pas moins que ces 19 mois du président de transition, parce que là je parle du président de transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, on a assisté à la même chose, c'est-à-dire le népotisme. Chacun nommait qu'il voulait. On a assisté au clientélisme. On a acheté les gens virulents qui faisaient ressortir un tout petit peu une voix dissonante qui n'allait pas dans le centre, dans ce que voulait le CTRI. On a assisté au tribalisme où chacun se mettait à dire moi je suis Fon, moi je suis du Wellington, où le clan paternel de M. Oligui Nguema a mis même en place une fameuse association qu'ils ont appelée Osiman et qui, vu que les Gabonais n'étaient pas d'accord avec ça, ils ont fini par changer le nom qui revient à la même chose, pensée patriotique. Vous voyez, il y a eu cette prise-là. Monsieur Oligui Nguema est attendu dans les droits de l'homme parce que les droits de l'homme, c'est pas seulement ne pas mettre les gens en prison. Les droits de l'homme aussi, c'est faire sortir Monsieur Kelly Ondobian, qui a fait le coup d'État de janvier 2019 et qui jusqu'à ce jour est enfermé. Et dans le même temps, le défenseur des droits de l'homme, l'ami des Gabonais, celui qui est venu pour débarrasser les Gabonais de la clique de M. Ali Bongo Ondimba, a fait sortir de prison des voleurs, des tricheurs, je dirais même des assassins. Parce que quand on détourne des budgets de l'État pour s'en servir pour soi, c'est l'argent qui manque pour l'hôpital, c'est l'argent qui manque pour les écoles, c'est l'argent qui manque pour les routes. Tout ça, tous ces gens-là sont sortis, on les a sortis de prison. Par contre, M. Kelly Ondobian, un jeune officier qui a pris la tête, a dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Ali Bongo Ondimba qui ne peut plus gérer le Gabon. Il a fait un coup d'État. » Par contre, celui-là, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, n'a pas jugé bon de le faire sortir de prison. Il nous a promis qu'il le fera sortir après être élu. Maintenant, il est élu. On attend la sortie de M. Kelly Ondobian. Ouais. Moi, je pense que sur l'espace, sur la question liée effectivement aux droits humains et libertés, forcément, on peut attendre M. Brice Nguema sur cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Gabon a été marqué pendant des années par des violations massives des droits de l'homme. Vous savez très bien, l'élection de 2016, non, qui a été marquée par des répressions généralisées à l'encontre des militants gabonais et que cet espace de liberté reste encore totalement verrouillé sous la transition de Brice. Donc moi je pense que pour que le Gabon puisse quand même ressembler un peu au pays démocratique, puisse ressembler effectivement à un état de droit, il faut absolument que la question liée aux droits de l'homme soit une question préoccupante et dans l'agenda des autorités gabonaises. Or, au regard des descriptions faites par madame tout à l'heure, tout porte à croire que si on ne libère pas quelqu'un comme Kelly, ça montre qu'on a une intention de garder et de conserver cet espace qui est complètement interdit effectivement aux militants associatifs, interdit aux défenseurs des droits de l'homme gabonais et à l'opposition non armée. Et donc nous pensons que cette élection, même si elle suscite une réaction populaire dans l'opinion gabonaise, pour nous autres observateurs de la vie politique gabonaise, on reste quand même très très prudent pour la suite à donner. Bastien, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, moi je voudrais tout simplement dire que M. Oligui est connu comme étant l'ancien, chef, des renseignements gabonais. Ça veut dire effectivement qu'il n'ignore pas, les personnalités ayant constitué la classe dirigeante de notre pays. Par contre, ce qu'il faut souligner, en toute objectivité, c'est que M. Oligui Nguema ne peut pas construire effectivement une démocratie, ne peut pas se projeter vers l'avant s'il ne résout pas effectivement la question de l'impunité. Parce qu'il ne peut pas avoir de démocratie dans l'impunité.
il faudrait effectivement que pour ce premier septennat, je ne sais pas s'il en aura un autre, mais pour ce septennat, il faut vraiment qu'il puisse prendre conscience que, disons, les yeux de la communauté internationale sont rivés sur le Gabon, que la question des droits humains, effectivement, constitue effectivement une préoccupation pour les organisations internationales. Nous avons effectivement vu en 2023, disons, le rapporteur du comité contre la torture au Gabon faire une descente pour s'enquérir effectivement de la situation carcérale, de la situation des prisons gabonaises, qui sont des mouroirs, par-delà bien sûr, disons, la situation de Kelly Ondoubian. On a effectivement d'autres personnes aujourd'hui qui, ayant appartenu, Monsieur Massassa par exemple, dont en fait la fille nous a rencontrés récemment, n'a plus jamais vu son père depuis effectivement le coup de libération de 2023. Donc cela aussi peut renseigner sur, disons, la nouvelle donne qui est effectivement de mise au sein, disons, de la classe dirigeante de notre pays. Mais par-delà cela, il y a encore autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, M. Oligui Nguema se présente un peu comme une forme de despotesse. Le despotesse, c'est le chef de famille. Aujourd'hui, on se rend bien compte effectivement que du fait effectivement qu'il ait unilatéralement décidé que les crimes qui étaient ou qui se sont produits avant 2023 n'avaient plus droit de citer, on s'interroge effectivement, puisque les organisations internationales, les défenseurs des droits humains, le droit des victimes, les victimes du QG de Jean-Ping, dont les parents sont toujours effectivement à la recherche des corps. La dernière fois, je parlais également de Rinaldi Abaga, ce garçonnet de 2 ans qui a disparu et dont le corps n'a jamais été retrouvé et dont la mère est éplorée en ignorant où est passé effectivement son fils. Les victimes de crimes rituels dont les noms effectivement sont connus et dont les familles aujourd'hui n'attendent que justice, toutes ces problématiques-là pourraient constituer pour le premier septennat de M. Oligui Nguema une forme d'épine, puisque effectivement, s'il n'arrive pas à rassurer les Gabonais, s'il n'arrive pas effectivement à montrer qu'au travers de son élection, il pourrait changer justement et être véritablement en rupture, comme s'il avait dit, intransigeant à différents niveaux, comme vous le disiez, pas seulement les grandes figures de l'opposition incarcérée, mais également... L'intransigeance, parce qu'aujourd'hui encore, on parle de biens mal acquis, on parle de restitution. Là, on a eu le juge d'instruction français qui a effectivement clos l'enquête sur les biens mal acquis, mais on pointe en général le doigt en direction des bongos. Mais on sait tous effectivement que la majeure partie de la classe dirigeante de notre pays, en fait, s'est gavée de deniers publics gabonais. Donc, il faut vraiment que l'on soit dans une posture d'objectivité, sans tirer effectivement à boulet rouge sur le pouvoir en place, mais tout en rappelant effectivement les obligations internationales du Gabon en ce qui concerne effectivement les droits humains. Un autre aspect, on l'évoquait il y a un instant, c'est justement l'aspect de relance économique. Ça a fait partie des points de son discours, et je le disais, les 163 000 emplois jeunes via des grands travaux. Anne-Marie, est-ce qu'aujourd'hui c'est de la communication politique ou est-ce que c'est véritablement un tournant économique, ces annonces phares? Ces annonces participent à, pour ma part, elles participent plutôt à entretenir l'espoir auprès des Gabonais. On ne peut pas créer d'emploi si le cadre n'y est pas. On ne peut pas, vous avez vu au Gabon, si vous suivez l'actualité, dès qu'on dit dans la fonction publique, on va embaucher quelques personnes, vous avez des gens qui viennent dormir devant ce département dès 3 heures du matin, 4 heures du matin, parce qu'ils espèrent un emploi. Le seul employeur du Gabon sous la transition qui a vraiment embauché, c'est que dans l'armée. Ailleurs, il n'y a pas de place. Les marchés créés par M. Brice Clotaire Oligui Nguema ont été qui? Ce sont des taxis, les fameux taxis, mais ça vient à peine de commencer. C'est vrai qu'il suscite beaucoup d'espoir. L'annonce a été faite en décembre 2024. Voilà, il fait 2025. des taxis, il donne aussi le courage aux jeunes. On a créé une banque pour l'investissement, pour accompagner des jeunes entrepreneurs gabonais. Pour l'instant, le cadre n'est pas clairement expliqué. C'est vrai qu'il exprime
de l'ambition pour le peuple gabonais, pour la création d'emplois, parce qu'il faut revenir à la base. La population gabonaise, dans sa majorité, ce sont les jeunes et les femmes qui souffrent plus du chômage. Et pour l'instant, on n'a pas de remède réellement. Et si les 100 jours, moi je vais déjà sur les 100 jours, si l'agenda du président Brice Clotaire Oligui Nguema élu ne rentre pas la priorité de l'emploi, la lutte, parce qu'il ne peut pas y avoir d'emploi non plus sans la lutte contre la corruption. Rappelons-le que sous M. Oligui Nguema... Ce genre de projet, c'est un risque justement pour un gouffre de financement et de foyers de corruption. Exactement, la corruption sous Oligui Nguema pendant les 19 mois, ça a été extraordinaire. On se réveillait chaque matin, on avait tel département, on a détourné ça, on a détourné ça, on a détourné ça. Mais comment voulez-vous qu'on crée des emplois si derrière, on a des détournements, que la corruption est encore plus dans son cynisme total que sous le régime précédent. Donc c'est la corruption, elle est vraiment avec les droits de l'homme et l'emploi, ce sont vraiment, et l'état de droit qui doivent être dans l'agenda du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour les 100 prochains jours. Makaïla, comment s'assurer justement que ce type de projet phare ne soit pas lié justement à la corruption, qu'on ne tombe pas dans un gouffre financier? Mais justement, parce que Madame Anne évoquait quelque chose d'assez pertinent. Vous savez très bien, on n'aurait dû pas rester ici sur ce plateau, parler encore des questions de chômage pour un pays comme le Gabon pétrolier, qui a eu exploité son pétrole à la même année que le Qatar. Aujourd'hui, si on compare ces pays, il n'y a même pas en fait photo, quoi. Et donc pour moi, je pense que si ces promesses sont des promesses effectivement électoralistes, ça m'indigne. Mais si ces promesses peuvent être réalisées pour absorber la question du chômage qui plombe la vie sociale des Gabonais, des jeunes Gabonais, et que l'armée soit effectivement réceptacle de ces jeunes, encore une fois, ça me frustre. Donc c'est pourquoi je dis que la relance économique devait être une priorité absolue pour les autorités gabonaises et pour le nouveau dirigeant du Gabon. Or, on a l'impression qu'au regard des éléments d'appréciation qui sont présentés ici, sur la question notamment de la corruption qui gangrène la société gabonaise depuis des années et qui a appauvri et paupérisé la population gabonaise et enrichi des familles et des dignitaires gabonais, il y a de quoi, une fois de plus, à appeler, effectivement, à interpeller les plus hautes autorités gabonaises de pointer les doigts sur la question liée au chômage et de pointer les doigts sur la lutte contre la corruption pour que le Gabon soit ici à un niveau de développement au même titre que les pays avancés. Or, on a l'impression qu'au regard, effectivement, des dignitaires qui, aujourd'hui, consolident encore une fois de plus les pouvoirs actuels, il y a de quoi à être très très vigilant et à continuer à remobiliser effectivement les voix démocratiques, remobiliser les voix de la société civile et des opinions aussi indépendantes comme celle de Bastien. Ça, c'est un équilibre justement sur lequel s'était basé Ali Bongo, mais son père aussi, cet équilibre pétrole, clan, élite, armée. Est-ce que ça a changé déjà depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema et est-ce qu'on peut s'attendre à un changement pour les 7 ans à venir? Écoutez, dans un premier temps, en fait, Oligui Nguema, essaie de faire, du jeune avec du vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu en fait son système partisan, on se rend bien compte effectivement qu'il a essayé, d'apporter en fait un renouveau avec bien sûr le cooptage de membres de la société civile, Ange Kevin Zirou, Marcona Isangui, Georges Mpaga, le pasteur Ngoussi, Fumbula Libeka et j'en passe. Mais cela, comme en fait je le disais d'entrée de jeu, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand on regarde un peu effectivement le choix par exemple de son directeur de campagne, on se rend bien compte que ce fut M. Oyiba, qui est quand même un ténor effectivement du Parti démocratique gabonais. Donc M. Oligui, par-delà effectivement son volontarisme, qui est tout à fait à saluer, c'est un homme effectivement qui a l'air sympathique, c'est un homme du peuple, c'est un homme proche du peuple, mais ce n'est pas cela que les Gabonais attendent, parce que ce que l'on doit dire aux Gabonais, c'est la vérité. C'est la vérité sur ce qui est, et c'est la vérité sur ce qui ne sera pas. Le problème, malheureusement, c'est que M. Oligui, tel que effectivement les statistiques, les chiffres des institutions de Bretton Woods ont bien pu effectivement le faire comprendre, c'est-à-dire qu'il a quand même récupéré le Gabon, l'économie gabonaise au sous-sol. Et là, je suis vraiment euphémisant.
Ici, il faut reconnaître quand même qu'il y a effectivement, on part de très loin. M. Oligui, par-delà effectivement son coup d'État, a pris la dure responsabilité effectivement de faire remonter la pente à un pays qui certes a toutes les faveurs des pronostics du fait que ce soit effectivement un émirat riche en ressources, un scandale géologique, mais au-delà de ça, il faut voir, disons, dans quel état se trouve la population gabonaise. On a plus d'un tiers de notre pays qui vit en deçà du seuil de pauvreté. C'est un scandale. Pourquoi? C'est parce qu'on a une minorité qui s'est grassement enrichie pendant plus d'une cinquantaine d'années. Donc il faut à un moment donné aussi que M. Oligui, et c'est là tout... il faudrait qu'il casse ce schéma pour éviter de creuser encore plus les disparités entre la population, comme vous venez de le dire, et les élites. Mais lorsqu'on regarde la sociologie des élites gabonaises, on se rend bien compte effectivement qu'elles sont plus portées vers la conservation de leurs privilèges. Voilà, et c'est ça en fait qui risque de plomber le premier mandat de M. Oligui Nguema si jamais il ne se reprend pas. Anne-Marie Bendom, il pourrait casser ce schéma-là? Non, on ne peut pas le casser. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi? Tout simplement parce que M. Oligui Nguema a mis en place les bâtisseurs pour accompagner son élection. Et derrière lui, il avait tout le peuple gabonais qui avait encore confiance en lui. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a mis devant? Comme vient de le dire M. Basten, il est allé prendre tout ce que le peuple gabonais a pu détester comme dirigeant. Toute la manoclantura du Parti démocratique gabonais. C'est eux qui ont amené M. Oligui Nguema à cette victoire où on dit 90,35%. Il le doit au Parti démocratique gabonais. Et ces gens-là, je suis désolé, c'est des prédateurs. Vous croyez qu'ils ont accompagné M. Oligui Nguema, le faire élire pour les beaux yeux de M. Oligui Nguema? Et vous savez aussi qu'au Gabon, c'est dans la politique que tous ces gens sont devenus riches. Toutes ces personnes au Gabon qui sont milliardaires et qui veulent qu'on les appelle madame, monsieur, sont tous les fils de pauvres, dont les parents, ils ont bénéficié de l'État gabonais pour faire leurs études, pour devenir ce qu'ils sont devenus. Et quand ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, ils ont décidé que plus personne n'avait accès. Et pour avoir des marchés au Gabon, il faut faire de la politique. Les gens ne le disent pas. Il faut faire de la politique. C'est pour ça qu'ils se battent. Tant qu'ils sont dans le pouvoir, ils ont de l'argent, ils existent, ils ont des marchés. Le jour qu'ils perdent le pouvoir, ils perdent aussi les marchés. Donc, comme ces gens l'ont accompagné, M. Oligui, il les a dorlotés. Le Parti démocratique gabonais ne peut pas accompagner M. Oligui juste pour les beaux yeux de M. Oligui. Vous croyez que le Parti démocratique gabonais va s'auto-saborder? Oui. Vous croyez ça sérieusement? Que ce parti accompagne M. Oligui pour que M. Oligui, à la fin, une fois élu président, il va décider que le Parti démocratique gabonais, vos dirigeants ont fait du mal aux Gabonais, vous allez un peu vous reposer pendant 3 ans, comme ça avait été décidé au dialogue inclusif, mais pas du tout. C'est pour ça que ces gens se sont battus pour conserver leurs droits. Mais je pense que c'est inquiétant ce qui se passe actuellement au Gabon, et donc on s'écarte de plus en plus, ou bien s'éloigne de plus en plus de la volonté d'une rupture telle que le souhaite une opinion écrasante face à une inégalité sociale entretenue par les 5 caciques du régime qui ont porté au pouvoir un autre fils issu de ce même régime. Donc moi je pense que ce qui se passe au Gabon est aussi similaire à ce qui se passe au Congo, au Cameroun, au Tchad, etc. Oui, il y a une similitude, il y a un terreau voilà, donc en Afrique centrale. Donc justement, et donc tout porte à croire qu'effectivement ces gens-là sont venus pour préserver les avantages, comme l'a dit Anne-Marie, et pour aussi effectivement régner aussi longtemps et continuer avec la prédation de cette manne pétrolière, et puis et le Gabon est pour une partie des Gabonais une vache à lait. Et c'est qu'il faut vraiment aider les Gabonais à rompre. Or, on a l'impression que tant qu'une force politique ne s'organise pas, tant que la société civile ne reprend pas effectivement sa dynamique d'antan et ce dynamisme pour que sa cause et revendications populaires ne soient quand même portées, nous ferons de surplace. Et moi, je ne m'inscris pas dans une démarche de surplace, je m'inscris dans une démarche d'une voix dissidente et dissonante d'un Gabon debout
qui appelle effectivement à un changement structurel, à un changement systémique aussi. Merci Makaëla. On va prendre une courte pause dans un instant et on revient justement pour essayer de décrypter ce changement. On le disait, passage du treillis au costume, qu'est-ce que ça signifie? Restez avec nous, on revient tout de suite sur Vox Live. Merci d'être avec nous, le débat se poursuit. Je voudrais qu'on parle de ce rebranding, de ce passage du treillis au costume. Finalement, ce passage-là, il est symbolique, mais à qui s'adresse ce changement de tenue aujourd'hui, Basten? Est-ce que c'est aux investisseurs étrangers? On disait le Gabon est une manne pétrolière. Ça rassure qui finalement de voir un président en costume? Mais dans un premier temps, ça rassure d'abord les partenaires du Gabon, parce que... on a vu la France saluer, notamment par la voix d'Emmanuel Macron. Peu après, l'élection triomphante de M. Oligui, le président français a salué cette élection, ce qui apporte du crédit effectivement au président de la République gabonaise. Mais par-delà cela, je pense aussi que ça permet aussi de rasséréner les populations gabonaises qui en avaient un peu marre de voir la permanence du couvre-feu, la permanence effectivement, disons, du CTRI, les communiqués de presse à n'en plus finir, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Oligui a tout à faire aussi à, disons, se servir un peu de ce nouveau soft power, qui est celui effectivement de se présenter comme, disons, le restaurateur des institutions, parce que c'est ce pourquoi... Et il est présenté d'ailleurs dans la presse, si on reprend vraiment la sémantique de certains médias, comme le bon putschiste, celui qui ne rompt pas ses relations avec la France notamment et avec d'autres puissances internationales. C'est dans l'intérêt du Gabon d'avoir cette étiquette-là? Oui, en fait, je vous laisse finir. Oui, en fait, je pense en fait que M. Oligui, en fait, disons, tire tous les bénéfices, effectivement, disons, de ce que vous appelez effectivement ce rebranding. Mais au-delà de ça, madame, il y a quelque chose encore de plus détonnant, c'est que M. Oligui est attendu quand même, en fait, au Carrefour. Au Carrefour, effectivement, disons, du suivi des recommandations des organisations internationales. Parce que lors, par exemple, du passage de l'examen périodique universel, eh bien, bon, on va dire que ça s'est passé sous, en fait, le mandat d'Ali Bongo finissant, mais M. Oligui doit reprendre, en fait, au bras le corps, tout ce que les organisations internationales, les ONG ont, en fait, disons, souligné, en fait, en ce qui concerne le Gabon. Par exemple, la question de la parité. Quelle est la place de la femme gabonaise aujourd'hui dans l'échiquier politique? On l'a vu, par exemple, dans quoi, en fait, la liste des candidats. Combien en fait de femmes avions-nous? Une seule. Une seule femme. Quel est en fait le traitement de la femme gabonaise aujourd'hui dans l'opinion publique? Est-ce que la femme gabonaise est-elle le parent pauvre effectivement des citoyens gabonais, ou bien peut-elle aussi jouer un rôle crucial comme elle l'a toujours fait de toute l'histoire de notre pays? Donc il faut qu'on s'interroge un peu sur les bonnes questions, sur effectivement les sujets peut-être pas très populaires, mais qui devraient aussi attirer l'attention du nouveau président entrant. Anne-Marie, vous vouliez répondre? Non, moi je voulais tout simplement dire que sur le plan international, c'est vrai que même le président Oligui Nguema lui-même, j'ai vu... le responsable de la coordination des Gabonais de France, qui a fait son discours samedi soir et qui a redit les mêmes choses, c'est-à-dire que grâce au vote de M. Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que président, on aura plus facilement accès à des financements à l'international et puis que la voix du Gabon sera peut-être un peu plus attendue qu'elle n'a été pendant la transition. Donc, c'est une bonne chose. Je voulais aussi revenir sur le fait que nous saluons tous cette victoire de M. Oligui Nguema. Il faut qu'elle soit réellement un réel espoir pour le peuple gabonais. Et je crois que M. Oligui Nguema, là, il est maintenant président. Il a dit que les prochaines élections, les élections législatives n'auront lieu qu'en 2026. Donc même ces premiers 100 jours, il va les faire avec son
ses propres sénateurs qu'il a choisis, ses Non, propres députés qu'il a choisis. Donc il a vraiment toute la latitude pour faire du Gabon, pour réellement mettre en pratique ce qu'il a dit. Maintenant qu'il est un civil, espérons que réellement ce monsieur qui dit qu'il est comme nous, qui danse comme nous, qui rit comme nous, qui mange comme nous, qui fait tout comme nous, nous espérons tout simplement, les Gabonais peuvent espérer qu'il va aussi réagir et ressentir les mêmes choses qu'eux, dont agir et poser des actes qui sont en convergence avec ça. C'est ça notre espoir. Moi, je pense que cette métamorphose de treillis en tenue civile est une communication politique qui rassure d'un côté les partenaires internationaux, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une des voix qui s'est levée pour valider, si je peux me permettre, cette élection, c'était celle de M. Emmanuel Macron. Et vous savez très bien que à la prise du pouvoir au Gabon, le Gabon n'a pas annoncé effectivement une rupture avec la France. Et même dans le cas de cette tournée qu'a effectuée Jean-Marie Bockel dans la sous-région visant effectivement à articuler ou réarticuler les dispositifs militaires français, on a l'impression que le Gabon n'a pas demandé le départ des troupes françaises. Donc moi je pense que les rapports entre Paris et Paris, donc à travers Paris, donc l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale montrent à suffisance que le Gabon reste un bon élève. Et donc maintenant, c'est que les attentes sont profondes à l'intérieur du pays. Bon élève selon? Comment? Selon qui? Selon beaucoup d'observateurs. Donc, du coup, nous pensons qu'aujourd'hui, les attentes sont fortes ce Kenya. Et donc, ces attentes ne peuvent pas être occultées par la communauté internationale si elle veut garder le Gabon comme un partenaire aussi stratégique, parce que le Gabon doit effectivement ses partenaires avec la communauté internationale à cause de ses ressources minéraires et internes. Donc nous pensons que la communauté internationale dans sa composante globale doit aussi compter sur les attentes et les droits des Gabonais, droit à un bien-être social, droit également à l'épanouissement aussi bien économique, et droit effectivement à l'inclusivité de tous les fils du Gabon et des Gabonaises. Et donc moi je pense que ces messages étaient un message fort que nous lançons à l'égard des partenaires du Gabon, que nous lançons également aux plus hautes autorités gabonaises, notamment l'actuel président, et que la balle est dans son camp, entre ses mains. C'est à l'eau effectivement de relever ces défis. Je voudrais qu'on s'intéresse justement à la Constitution. On en parlait en début d'émission. La nouvelle Constitution, elle prévoit un mandat de 7 ans, renouvelable une fois pour le président. Est-ce qu'on peut parler véritablement de démocratie quand on voit plus de 90% du suffrage aujourd'hui? Basten? Moi, je pense que oui, c'est en fait la démocratie qui s'est exprimée. Je n'aurais loin de moi toute idée de contester les résultats. Mais ce que je veux dire simplement pour rester sur l'idée de constitution, c'est que nous sommes aujourd'hui en face, disons, d'une antinomie. C'est-à-dire que M. Oligui Nguema ne pourra pas transformer le Gabon avec cette constitution. Parce qu'il s'érige de facto comme en fait un pater familias. Et on ne peut pas parler effectivement, disons, de restauration des institutions et s'arrimer sur une constitution complètement illibérale qui in fine, privera effectivement tant de droits au peuple gabonais. Donc moi je pense aujourd'hui, et là même encore, lorsqu'on relit un peu l'examen périodique universel, on se rend bien compte effectivement que par-delà même l'idée que Ali Bongo était effectivement en griffe, le grand méchant loup que l'on voulait effectivement chasser de la tête du pays du fait de son patronyme, parce qu'il n'était pas neuf, lui. Bien sûr. D'accord. Mais on comprend bien aussi que M. Oligui risquerait de se prendre les pattes dans, disons, l'architecture juridique qu'il essaie de mettre en place. Parce que quand on regarde bien le fond du problème, qu'est-ce que l'on constate? On constate effectivement que cette constitution est non seulement une régression du point de vue juridique, mais c'est aussi, en fait, disons, une forme d'acquiescement d'un type de droit, effectivement, que l'on appelle les droits traditionnels. Ça veut dire que M. Oligui Nguema est en train de nous sortir implicitement de la modernité. Parce qu'on connaît tous effectivement que par-delà, bien sûr, disons,
le relativisme culturel qui veuille que l'on regarde notre culture sous un bon angle au détriment de la culture moderne. On connaît tous effectivement que le droit moderne s'est basé sur les principes consubstantiels, disons, de la Révolution française de 1789, qui faisait primer quoi? Qui faisait primer effectivement l'individu au détriment du groupe. Alors que M. Oligui est en train de nous ramener effectivement dans un contexte social, dans un contexte anthropologique totalement dépassé. Et c'est ce qui accrédite aussi l'apparition d'organisations associatives, crypto-ethniques ou crypto-tribalistes qui effectivement ont pour vocation non pas de défendre la démocratie, mais de défendre un individu et son pouvoir tel qu'on peut le voir à l'échelle du continent. Et c'est là en fait tout le grand danger également qu'il faut souligner. Moi je pense que c'est justement un recul préjudiciable pour la vie politique gabonaise, étant donné qu'on ne peut pas s'accaparer et confisquer l'ensemble des leviers institutionnels. Donc, au regard des éléments d'appréciation émis tout à l'heure par Bastien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, M. Nguema souhaiterait effectivement avoir le contrôle total sur les institutions, et donc ça nous rappelle un peu le régime des partis uniques, le régime d'exception. Le régime d'exception, nous éloigne effectivement de la démocratie. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un message aussi fort que cet espace que nous souhaitons plus élargi, ouvert, démocratique, va être encore refermé. Et là, ça va encore remobiliser, si je peux me permettre de dire, encore à la vigilance l'ensemble des forces démocratiques et progressistes gabonaises, parce que c'est ce qu'on n'a pas voulu. On souhaitait qu'effectivement l'espace soit beaucoup plus inclusif pour tous les Gabonais. Or, on a l'impression qu'avoir le contrôle du Sénat, avoir le contrôle de l'Assemblée nationale, ça veut dire que l'homme projette effectivement à s'éterniser au pouvoir. Et moi, je pense que la question de l'alternance que nous avons tous souhaité plaider pour le Gabon et pour l'ensemble de la sous-région va encore refaire surface, et le Gabon et le combat des forces démocratiques va encore être relancé malheureusement sur ce régime. Partagez cet avis, Anne-Marie, c'est une régression juridique? Je ne parlerai pas de régression, je donnerai tout simplement un exemple. On a voté la Constitution, on est allé, on a fait des élections, et dans ces élections, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a dit la Constitution qui a été votée, on n'applique pas la totalité maintenant. Mais moi, Oligui Nguema, je vais extraire ce qui m'arrange dans cette Constitution qui a été votée par les Gabonais. Il n'applique que le volet concernant les élections qui lui permettait tout simplement de mettre de côté tous les autres ténors gabonais qui pouvaient lui faire de l'ombre. Vous voyez, c'est ce qui fait peur dans la gestion future du Gabon. Parce que M. Oligui Nguema a tendance à se dire « je suis le Gabon, je suis la Constitution », comme il a agi avec la charte de la transition. Il n'a appliqué que ce qui l'arrangeait quand ça l'arrangeait. C'est un peu ça qu'on voudrait, on espère que le président de la République désormais élu va respecter lui-même les mécanismes de fonctionnement de l'État, parce que si lui, il ne les respecte pas, nous qui ne sommes que des simples citoyens, que serons-nous devant cet homme qui va devenir presque un dieu? Moi, je pense qu'Anne-Marie a évoqué quelque chose d'assez pertinent. Et puis, si nous sommes réunis sur ce plateau autour du Gabon, c'est parce que nous sommes très conscients de la gravité de la situation au Gabon, et que si ces sonnettes d'alarme que nous émettons ici peuvent vraiment atteindre Libreville et aussi effectivement concerner la communauté internationale, c'est ce qu'on appelle l'appel à la vigilance et à la surveillance du processus en cours au Gabon. Parce qu'en fait, rien ne garantit quoi que ce soit au regard des éléments d'appréciation que nous entendons ici. Donc c'est pourquoi effectivement il faut redoubler la vigilance sur le Gabon. Il faut continuer effectivement à surveiller et monitorer le Gabon pour que des dérives ne puissent pas, autocratiques, ne puissent pas quand même émerger dans ces pays-là. Une question qui me venait pour refaire le pont avec la France tout à l'heure. On est dans une ère où, ces dernières années sur le continent, on a vu plusieurs coups d'État. Je pense notamment aux pays qui constituent aujourd'hui l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Qu'est-ce qui différencie quand on voit aujourd'hui l'adoubement de la France, le fait qu'ils aient validé cette élection aussi facilement? Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le Gabon et ces trois États dans leur relation avec la France? Excusez-moi, Bastien, je vais vous répondre le plus simplement du monde. Quand il y a eu le coup d'État
au Burkina Faso, au Mali, Niger. au Niger, on n'a pas vu l'ambassadeur de France dans l'après-midi aller dire voilà les éléments de langage. D'accord ? Le 30 août, dans l'après-midi, je ne suis pas au gouvernement, mais à l'époque, il y avait encore un certain monsieur Alain-Claude Bilebinze qui était encore là et qui est venu nous dire qu'après le coup d'État, dans l'après-midi du coup d'État du 30 août, l'ambassadeur monsieur Lamec était avec Brice Clotaire Oligui-Nguema et lui disait exactement ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Donc l'adoubement de la France, elle ne commence pas aujourd'hui. Et j'ai été sur votre plateau, je l'ai dit, on ne fait pas un coup d'État au Gabon sans que Paris ne soit au courant. Donc tout ce qui se passe depuis, il y a un accompagnement certain. Vous avez vu la grande rencontre de Paris, la Bien rencontre sûr. économique. Voilà, on a vu ces photos. Voilà. Donc l'accompagnement de la France, excusez-moi Monsieur Basten, c'est pas... Je ne crois pas que pour la France, le Gabon, je ne crois pas qu'il ait changé grand-chose. Voilà. Basten. Ben moi, je pense en fait que par-delà tout simplement, disons, le positionnement géostratégique de la puissance française, il faut quand même aussi comprendre que les élites gabonaises sont très francophiles aussi. Déjà, la langue officielle, la langue nationale de notre pays, c'est le français. Et donc, je pense effectivement que la position de la France, par-delà bien sûr, disons, le triste épisode France-africain, perpétue en fait une forme de francisation des esprits au Gabon. Et on n'est plus dans une nouvelle forme aujourd'hui de France-Afrique, toujours entre le Gabon et la France. La France-Afrique, selon l'un de ses maîtres à penser, en fait, serait en fait morte de sa bonne mort, pour ne pas citer Monsieur Bourgi. Mais ce que je veux dire effectivement, c'est que il y a au sein de l'élite gabonaise, disons, une sympathie très affirmée. C'est plus une diplomatie prudente finalement entre Paris et Libreville. Mais déjà en fait, il y a en fait une diplomatie culturelle qui n'en dit pas son nom. Je veux même dire une forme d'hégémonie culturelle de la France au Gabon. Parce que quand on regarde un peu, par exemple, le taux d'alphabétisation au Gabon qui dépasse les 90%, quand on voit effectivement la priorité disons, d'orientation vers la France, le nombre de visas qui sont accordés également aux étudiants gabonais en fin de cycle au Gabon et qui doivent venir poursuivre leurs études en France, on se rend bien compte effectivement que les populations gabonaises, du fait des accords bilatéraux entre les deux pays, sont une catégorie quand même très privilégiée. Donc on salue en fait la persistance, disons, de cette coopération visiblement satisfaisante de part et d'autre. Voilà, mais ce que nous regrettons, c'est que l'on ait encore affaire parfois à des comportements de type un peu infantilisant, de type un peu paternaliste, qui peuvent parfois crisper les opinions publiques de part et d'autre des deux pays. C'est vrai, les relations restent quand même incestueuses entre Libreville et Paris, étant donné que quand vous voyez effectivement l'appréciation sélective de ce coup d'État au Sahel, condamné par Paris, et qu'un silence radio sur le Gabon, on note à suffisance effectivement que nous autres observateurs, que les liens sont forts et que ce coup d'État serait, si je peux me permettre de dire, adoubé par Paris. Donc aujourd'hui, moi je pense que la France, dans sa tournée ou bien dans sa volonté de réarticuler les troupes françaises, elle est contente qu'elle soit maintenue au Gabon. Cela montre aussi que les liens difficiles risqueraient d'être coupés difficilement. Et que la question qui va se poser, c'est qu'effectivement la France doit aussi tenir compte des désiderata de l'opinion publique gabonaise, notamment la société civile qui, depuis tout le temps, a été au front, que ce soit en 2016 et depuis toujours, elle a revendiqué effectivement plus de relations saines entre la France et le Gabon. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité historique, même pour les Français, là où ils ne veulent pas qu'il y ait des coups d'État qu'ils ont encouragés, qu'ils le soient aussi ailleurs.
Or, on a l'impression que sur le cas du Gabon, pour le moment, nous pensons que M. Nguema, l'actuel président, a également à des parcours très très liés à la France depuis plus longtemps. Donc, nous pensons que vraiment l'occasion est historique pour la France. S'il ne veut pas perdre effectivement beaucoup d'autres pays africains, mais le cas du Gabon, c'est un cas d'école très 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 important pour le reste de la sous-région. Merci Makela. Une toute dernière question avant de clôturer l'émission. On arrive presque au terme. Et Anne-Marie, je me tourne vers vous. C'est sur la question des emprunts et notamment régionaux. Aujourd'hui, le Gabon, il emprunte massivement sur le marché régional. Est-ce que c'est soutenable à moyen terme et surtout si les projets annoncés, ils n'aboutissent pas? On a quand même des garanties. Moi, je reste positif en ce qui concerne les emprunts du Gabon. On a de quoi les garantir au niveau du Gabon. Les emprunts, c'est bien. Maintenant, c'est l'utilisation des emprunts qui pose problème. Monsieur Oligui Nguema, comme l'a dit Monsieur Basten, il a trouvé un pays par terre. Et on avait des arriérés un peu partout, même au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Donc les emprunts que peut faire ou a fait Monsieur Oligui Nguema depuis qu'il est en fonction, si ces emprunts servent à vraiment relancer le pays, le côté économique, à répondre aux attentes sociales des populations et faire fonctionner le pays correctement, les emprunts, on a des garanties. On a beau dire le pétrole au Gabon ne va pas se terminer demain. On a encore 60 ans de pétrole. Il y a beaucoup de matières premières, le fer et beaucoup d'autres matières premières qui aujourd'hui ont de la valeur à l'international, qui garantissent la signature du Gabon. La signature du Gabon n'est pas encore une signature qu'on peut rejeter comme ça. Nous valons quelque chose. Encore faut-il que ceux qui nous représentent vont citer à notre nom soit des personnes qui le font avec conscience, avec responsabilité et avec le souci que les emprunts servent réellement au rayonnement non seulement du Gabon, mais au bien-être de ces populations et non pas pour servir, excusez-moi, je vais finir dans le négatif, aller remplir les comptes spéciaux de la présidence de la République qui servent à acheter toute la classe politique et je dirais même mon compatriote en face nous parle beaucoup de société civile, mais de quelle société civile? Si aujourd'hui Oligui Nguema décide de ce qu'il va faire au Gabon, il le fera librement. Nous n'avons plus au Gabon, il n'y a plus de société civile. Il a tout pris pour lui. La société civile est pire aujourd'hui que le Gabonais de la rue. Qui peut encore dire quelque chose? Pour les membres de la société civile, ceux que vous avez pu côtoyer, aujourd'hui, tout ce qui est fait, est le plus merveilleux. Ils n'émettent aucune critique. Même quand on tue quelqu'un, ils n'émettent aucune critique. Oui, je pense Makela, et après Basten, je vous laisserai le mot de la fin avant de clôturer. Je pense que sa réaction est légitime. Moi, j'ai eu effectivement des amis de la société civile, Florence qui est ministre de la Communication et d'autres. Et bon, moi, je pense qu'ils ont perdu le réflexe de dénoncer l'état du pouvoir encore en place. Il faut faire émerger, c'est pourquoi mon souhait, c'est de faire émerger d'autres acteurs nouveaux qui refuseraient cette fois-ci effectivement l'aliénation et l'allégeance à un pouvoir qui, de mon point de vue, reste répressif. Basten. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau régime d'historicité. Aujourd'hui, le Gabon regarde vers un horizon verdoyant. Il y a de l'espoir. Je crois effectivement qu'avec le volontarisme de M. Oligui et par le fait effectivement de sa perspicacité, il arrivera effectivement à comprendre les enjeux du moment. Parce que les coups de libération en n'en plus finir, nous n'en voulons plus au Gabon. Cette expérience joyeuse de coup de libération, on parlerait de coup d'État, est une tâche dans l'histoire de notre pays et on voudrait effectivement que nous poursuivions notre trajectoire fondée sur la paix, fondée sur la fraternité. Et je crois aussi, et c'est une erreur que de penser que la société civile aujourd'hui au Gabon est moribonde, parce que dans tout type effectivement de transition historique, nous avons effectivement l'émergence de leaders transformationnels. Laurence Ndon est allé pieds et mains liés rejoindre le pouvoir de Libreville, Marc Sangui et tous les autres, mais cela n'exclut pas aussi qu'il y reste des leaders, peut-être pas très médiatisés, mais qui continuent effectivement, tels que Jonas Koulenda, tels que Thibaut Adjatis, tels que Princesse de Souba, tels que Basten Moubamba aussi, et bien d'autres qui continuent effectivement de tirer la sonnette d'alarme pour que les droits des Gabonais soient respectés.
Et on aura 100 jours, de toute façon, à compter donc, du 12 avril, on est le 14, on a 100 jours pour commencer à évaluer un petit peu ce nouveau septennat du président Brice Clotaire Oligui Nguema. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup Anne-Marie d'avoir été parmi nous. Basten, merci également pour votre analyse. Et Makaïla, merci de votre présence comme toujours. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.